Madame, Monsieur, bonjour. On démarre avec cette information. Un avion de la compagnie Égyptaire en provenance de Paris pour le Caire a disparu ce matin des écrans radars alors qu'il venait d'entrer dans l'espace aérien égyptien. L'avion transportait à son bord 66 personnes. Des recherches sont en cours. Nous y reviendrons le long de cette journée. Mais avant cette bonne nouvelle au deuxième jour des rencontres du groupe consultatif pour le financement du PND à Paris, après les 7 700 milliards de francs CFA mobilisés, la Côte d'Ivoire enregistre donc à ce deuxième jour 9 500 milliards d'intentions de financement. Et nous allons écouter tout à l'heure la ministre du Plan du Développement et le Premier ministre sur le sujet. Je vous propose donc de les écouter. Ils sont tous deux à Paris. Les intérêts exprimés sur les opportunités d'investissement présentées au cours du groupe consultatif s'élèvent à ce jour à 19 milliards de dollars, soit 9 500 milliards de francs CFA, dans l'attente de la finalisation des échanges qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Les 30 000 milliards que nous avons demandé, il y a des chances que ce soit atteint. Vous savez qu'en un jour, au niveau du secteur privé, sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces, de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est fort probable que nous bouclions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. Et je voudrais vraiment remercier la Banque mondiale pour cette belle organisation qui a donc été faite, remercier le gouvernement français qui nous a appuyés et remercier le secrétaire d'État Valigny qui, malgré la nécessité d'un voyage à Copenhague, est venu ici participer à l'ouverture avant de faire son voyage. Nous sommes heureux de cela et j'ai indiqué donc au groupe de la Banque mondiale que le président Alassane Ouattara, qui a eu les échos de ce dossier, les remercie de tout cœur. Voilà, on parle bonne gouvernance à présent. La haute autorité pour la bonne gouvernance a entamé hier une campagne de sensibilisation. La cérémonie de lancement a eu lieu à Dabou. Elle réunissait les autorités préfectorales et les élus locaux. Je vous propose maintenant d'écouter le commentaire de Alexis Ouedraogo qui était à Dabou pour la RTI. En Côte d'Ivoire, le phénomène de corruption impacte négativement l'économie et dégrade le tissu social. Santé, éducation, commerce, aucun secteur n'est épargné. Créée en 2013 pour lutter contre le mal, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance descend sur le terrain. L'atelier ouvert ce mercredi marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation. Son objectif, impliquer dans la lutte les agents publics, notamment les fonctionnaires et agents de l'État. Au niveau de la participation dans la lutte contre la corruption, il y a des tests qui incombent à l'État et aux organismes publics. Il y a des tests qui incombent, c'est-à-dire des mesures dont la mise en place incombe le secteur privé. Il y a des mesures qui incombent aux ONG, des mesures qui incombent aux médias. Ici, aujourd'hui, c'est l'État et les organismes publics. Donc vous voyez, dans la salle, il y a beaucoup de préfets, les directeurs régionaux, les élus, ça, ils sont concernés. Après, on fera pour le secteur privé, pour que tout le monde participe. Transparence, responsabilité, bonne gouvernance, lutte contre la corruption sont les termes qui devront désormais les inspirer. Ça incite chacun à prendre conscience de ses responsabilités, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Des ateliers pour les autres groupes, secteurs privés, groupements de la société civile devront être tenus bientôt. Le programme de sensibilisation et d'éducation devrait être, lui, diffusé sur toute l'étendue du territoire en vue de motiver un réel changement de mentalité. Et la bonne gouvernance, on en parle également dans le secteur de l'agriculture. La plateforme de partenariat public-privé vient d'enregistrer un nouveau programme. Il s'appelle Transparence Cacao et c'est avec Noël Niagno qu'on en parle.
Le cacao, une spéculation majeure pour l'économie ivoirienne. La durabilité de sa production préoccupe les pouvoirs publics à travers le Conseil du café cacao et les transformateurs, surtout qu'aujourd'hui plus qu'hier, la cacaoculture est menacée par le phénomène du changement climatique. Avec le déficit hydrique, je veux parler de la sécheresse, on a quelques inquiétudes sur non seulement les niveaux de production de la campagne intermédiaire, mais aussi et surtout sur la qualité intrinsèque même des fèves. Donc, de plus en plus, il est important pour nous d'anticiper. Dans cet environnement nouveau, il faut changer le mode de production de sorte à rendre la filière prospère et durable pour tous les acteurs. Voilà qui explique l'avènement du programme Transparence Cacao. Le planteur doit s'adapter et en même temps, le pays a des ambitions de production plus importantes de cacao, l'ambition de produire 50% du cacao mondial, et on ne peut plus garder les pratiques culturelles qui étaient aux dépens de la forêt. Aujourd'hui, on dit aux planteurs, avec la plantation que vous avez aujourd'hui, nous allons vous permettre de produire plus à l'hectare et donc de préserver la forêt. Et même aujourd'hui, avec les nouvelles pratiques culturelles, les nouveaux hybrides qui sont proposés par le CNRA, vous allez pouvoir augmenter votre production. Et en même temps, sur votre plantation, on va vous proposer de planter des arbres et donc d'avoir des revenus supplémentaires pour l'avenir, de vous projeter dans l'avenir et d'avoir une cacaoculture qui soit beaucoup plus durable pour l'avenir. Un programme en phase avec les engagements de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la COP 21. La contribution de la Côte d'Ivoire, je pense, qui sera la plus remarquée, sera qu'après avoir fait l'agriculture notre moteur de développement, nous puissions aujourd'hui faire en sorte que cette agriculture cohabite avec l'environnement et que cette agriculture ne soit plus l'ennemi de la forêt. Coût du projet, plus de 2 milliards de francs CFA. Durée du programme, 5 ans. Sur cette période, 100 coopératives, soit 60 000 producteurs, bénéficieront du programme. Et on évoque à présent la 15e édition du CIRDES. Le ministre des Ressources animales présidait la cérémonie de lancement. Compte rendu, Hervé Blé. Des difficultés financières, le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide en connaît et c'est chaque fois que des solutions sont recherchées. Le dernier conseil d'administration du CIRDES s'est attelé à lui trouver un souffle nouveau face à sa dette qui s'élevait au 31 décembre 2015 à environ 573 millions de francs CFA. Afin de sauver l'élevage ouest africain, le président du conseil d'administration de l'Institut de recherche, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjumani, a invité les États membres à assurer son budget de 200 millions de francs CFA. Au 31 décembre 2015, seuls la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso ont versé leur contribution, soit 78 millions de francs CFA. De bonnes nouvelles ont pu être notées à cette 15e session du conseil d'administration du CIRDES au plan scientifique notamment. Le partenariat avec la recherche des pays membres a été renforcé et diversifié. Le centre dispose d'atouts et d'une expertise incontestable dans le domaine des maladies parasitaires à transmission vectorielle. Loin de plier face à ces difficultés financières, le conseiller d'administration du CIRDES l'a engagé à davantage faire valoir son expertise pour le bonheur de l'élevage en Afrique. Lutte contre le piratage des œuvres, le Buruda vient de lancer un commando d'artistes. Il a été mis sur pied pour relancer la dite lutte. La commission permanente de contrôle des enregistrements éphémères et de lutte contre le piratage, créée par le Buruda, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, s'assigne une seule et unique mission, à savoir éradiquer le piratage des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire. La stratégie de cette commission se résume en 3 points. D'abord, sensibiliser. Il faut interpeller les pouvoirs publics pour leur dire on vit mal parce que nos œuvres sont exploitées illégalement. Ça fait 20 ans qu'on n'est pas protégé. Je pense qu'on veut aujourd'hui monter au créneau pour faire comprendre aux politiques que ceux-là, on doit s'occuper d'eux aujourd'hui. Après la sensibilisation, la répression, la commission entend associer tous les corps armés en Côte d'Ivoire pour freiner ce phénomène. Nous sollicitons aussi ceux qui ont mis la brigade de lutte contre la piraterie, le piratage des œuvres de l'esprit en place, de se réveiller aussi. Parce que le commissaire qui est là-bas, il n'a rien. Il est seul avec une secrétaire. Il n'a aucune voiture. Nous, on est fâchés contre lui parce qu'il ne peut pas arrêter les pirates. Or, il n'a pas de véhicule, il n'a pas d'argent. Comme solution, la commission de lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit
propose la création des marchés accessibles, la réduction du coût de vente des CD et des DVD, ainsi que l'intégration des revendeurs, autrefois pirates, dans le processus de commercialisation qui sera mis en place. Et je vous invite à présent à revivre la célébration des 25 ans d'indépendance du Somaliland. Ce mercredi, la République autoproclamée du Somaliland fête sa 25e année d'indépendance à Hargeisa, la capitale du pays. Cette petite république d'environ 4 millions d'habitants est fière des progrès réalisés. Je suis vraiment très excitée. Je veux partager avec le monde mon bonheur. Je voudrais aussi encourager le monde à se rendre compte de ce qui se passe ici au Somaliland. Nous avons fait du bon travail depuis 25 ans maintenant. Donc, nous appelons vraiment le monde à témoigner du progrès que le Somaliland a fait et se rendre compte de ce que nous avons réussi. Le pays est stable, sûr et les élections sont démocratiques. Mais aucun pays au monde ne reconnaît officiellement le Somaliland. Pour l'occasion, le président Ahmed Siliano lance un appel à la communauté internationale. J'appelle la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine et la Ligue arabe à se rappeler de nos droits que nous avons au Somaliland et aussi de reconnaître notre pays. Pas d'accès aux prêts internationaux ni à l'aide au développement, difficile aussi d'attirer les investisseurs étrangers quand on n'a aucune reconnaissance officielle. Seuls les États reconnus par l'ONU comptent en droit international. Les critères, un gouvernement effectif qui exerce sa souveraineté sur un territoire donné ou a établi une population donnée. Mais il faut aussi avoir été reconnu comme État par un autre État. Ce qui n'est pas le cas de la République du Somaliland, décrétée indépendante le 18 mai 1991 par les rebelles nordistes après la chute du régime de Mohamed Siad Barre. La République fédérale de Somalie considère toujours, quant à elle, le Somaliland comme part entière de son territoire souverain. Voilà, c'est un commentaire de Christelle Meun. Et au Venezuela, le bras de fer se poursuit entre l'opposition et le chef de l'État. Le Parlement vient même de rejeter l'état d'exception de Nicolas Maduro. Ils montent tous au créneau. Au Venezuela, la tension monte entre le président et l'opposition. Hier mardi, à main levée, l'opposition majoritairement représentée au Parlement a rejeté l'état d'exception décrété par le président Maduro. Un état d'exception qu'ils accueillent comme un outil venant accentuer le niveau de dégradation de l'ordre constitutionnel et démocratique dans le pays. Enrique Capriles, candidat malheureux face au président Maduro en 2013, avait lancé un message de manifestation à l'endroit des populations visant à une revendication de la destitution du pouvoir en place. Un message aussitôt perçu. Ce mercredi, ils ont été nombreux, ces Vénézuéliens, qui réclamaient dans les rues un référendum conduisant à la révocation de Nicolas Maduro. Manifestation enrayée de violence. Enrique Capriles a également appelé l'armée à la désobéissance. Il leur a demandé de choisir entre la constitution et le régime en place. Maduro, de son côté, ne garde pas le silence. Il entend déjouer le projet de référendum qu'il qualifie de projet non viable. Il accuse par ailleurs l'opposition de fraude. Nicolas Maduro aura-t-il le même sort que son homologue du Brésil? La question reste posée. Toujours est-il que le Venezuela court le risque d'une explosion socio-économique, selon des experts. Voilà un commentaire de Sidonie Davila. Et puis cette information sur laquelle nous revenons avant de nous dire au revoir, un avion de la compagnie Égyptaire en provenance de Paris pour le Caire a disparu ce matin des écrans radars alors qu'il venait d'entrer dans l'espace aérien égyptien. L'avion transportait à son bord 66 personnes. Des recherches sont en cours. Nous y reviendrons le long de cette journée. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.